Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir dans l'amphithéâtre de l'Institut d'astrophysique pour débuter un nouveau cycle de conférences carte blanche à destination du grand public. Alors, ça s'insère dans un panorama plus large puisque l'IAP organise depuis plus de 25 ans des conférences mensuelles le mardi. Et d'ailleurs, elles sont filmées depuis, je crois, 1999 et c'était assez novateur. Et suite à la pandémie, nous les diffusons en direct. Voilà. Depuis quelques années, cette conférence est essentiellement mensuelle, est essentiellement concernant l'astrophysique, qui est effectivement le cœur battant de cette maison. Mais quand j'ai pris mes fonctions de directeur en début d'année dernière, j'ai voulu renouer aussi avec une tradition d'ouverture un peu plus large, abordant plusieurs autres sujets, et notamment les relations de la science et de la cité. Voilà. Et donc, je me suis rapproché de deux membres émérites de l'IAP, un ancien directeur de l'IAP, Jean Audouze, et un qui est devant moi, Daniel Kuhnt, qui s'avère être aussi secrétaire de l'Union rationaliste. Et donc, on a conçu cette idée d'alternance dans les troisièmes mardis entre les propositions de Jean Audouze et de Daniel. Et c'est la première conférence sous l'égide de l'Union rationaliste, et donc j'ai plaisir d'accueillir dans cet amphithéâtre qui accueille souvent beaucoup d'étudiants, les membres de l'Union rationaliste aujourd'hui. Et je pense que Daniel va nous dire quelques mots sur Pierre Rosanvallon, qui est notre premier orateur. On commence très très fort cette nouvelle série. Voilà, je te passe le... Merci de me passer le flambeau. Merci François pour ce mot de bienvenue. Donc à mon tour maintenant, je voulais aussi dire bienvenue à cette première carte blanche, bienvenue à tous ceux qui sont venus ici. Donc cette première carte blanche organisée par l'Union rationaliste, puisqu'il y en a déjà eu une en janvier, donc qui était sous la présentation présentée par Jean Audouze. Voilà. Et donc c'est très agréable pour nous, Union rationaliste, d'avoir cette collaboration avec l'Institut d'astrophysique de Paris pour des tas de raisons. C'est un lieu qui est très prestigieux, et puis l'IAP nous donne vraiment toutes les facilités pour que les choses se passent bien tant au niveau de la captation que de l'organisation de ces journées, de ces événements. Alors donc un détail, les cartes blanches de l'Union rationaliste se déroulent comme les autres le troisième mardi en alternance de chaque mois. Et le programme de ces événements, vous pouvez le trouver sur la page web la page internet de l'Institut d'astrophysique de Paris et sur le site de l'Union rationaliste, bien sûr, surtout en ce qui concerne les événements que nous organisons. Alors la prochaine aura lieu donc... on passe 2 mois, puisque c'est en alternance. La prochaine aura lieu le 19 avril et sera donc l'invité est Jean-François Delfrécy, dont je reviendrai sur cet événement, puisque d'une certaine manière, ce sera un peu le prolongement de ce qui se fera, de ce qui se dira aujourd'hui. Alors, donc je voudrais maintenant m'adresser à Pierre. Très heureux de vous accueillir ici, Pierre Rosanvallon, et je vais... pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y a peut-être quelques personnes qui ne vous connaissent pas bien, préciser un petit peu donc, qui vous êtes et quel a été votre parcours. Donc vous êtes historien, sociologue français. Vos travaux ont porté sur l'histoire de la démocratie et du modèle politique français, en particulier le rôle de l'État et la question de la justice sociale. Ce qui semble importer dans votre parcours, c'est l'idée que vous faites de l'histoire de la démocratie. C'est sur ce plan en particulier que vous avez beaucoup travaillé et insisté. Donc, loin de moi l'idée de brosser toute votre carrière, parce que j'ai vu que ça pourrait faire le sujet d'un colloque à part entière. Donc, je vais essayer d'être extrêmement synthétique et m'intéresser aux dernières années et nous conduire à ce que vous allez nous dire ce soir. Donc jusqu'en 2018, vous occupiez la chaire d'histoire moderne et contemporaine au Collège de France, tout en étant directeur d'études à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales. Alors, en 2002, vous créez la République des idées,
atelier intellectuel qui ambitionne de regarder, de refonder une nouvelle critique sociale, et vous éditez une revue et un blog éponyme, La vie des idées. Parmi les ouvrages récents qui ont contribué donc en particulier à questionner la démocratie et nourrir le propos d'aujourd'hui, j'en ai relevé 3, mais c'est d'une certaine façon arbitraire, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ce choix. Le modèle politique français, qui donne le cadre en 2006, la société des égaux en 2011, et très récemment, donc les épreuves de la vie, paru en 2021, qui a pour but de comprendre les Français par les sentiments et les épreuves qu'ils traversent et non pas par le statut social qu'ils occupent nécessairement dans la société. Alors, si l'Union rationaliste a tenu à vous inviter pour débattre sur les liens qui se tissent entre démocratie, science et décision politique, c'est donc pas par hasard. Nous avons vécu 2 années extrêmement perturbant pour notre société, et pas seulement en France. Et les 2 années qui se sont écoulées ont révélé de profondes fractures face à la crise sanitaire, aux inégalités sociales. On a eu le problème des mouvements des Gilets jaunes avant. La situation internationale aussi contribue à créer d'autres ruptures, d'autres difficultés et d'autres crises. Et donc on a vu monter, à l'occasion de cette crise, en particulier la crise sanitaire, une crise de confiance envers les politiques, l'administration et les scientifiques en particulier. Les scientifiques, certaines catégories étant évidemment au premier plan, je parle des professionnels de la santé et ceux des chercheurs dans les laboratoires. Nous avons tous ressenti comment cette crise s'est installée vis-à-vis des experts, des savoirs, des compétences qu'ils incarnent, et on a senti cette crise de confiance en ce qui concerne donc l'autorité de la parole, comme vous le mentionnez dans votre résumé, surtout quand elle exprime, je dirais, la parole de l'autorité, qu'elle soit politique ou scientifique. Donc, à ce stade, j'en dirai pas plus, parce que c'est vous qui allez élaborer. Nous allons donc vous écouter sur ce thème-là, débattre ensuite avec la salle, avec les internautes, qui j'espère sont nombreux, que je salue au passage. Et j'ajoute que cette première carte blanche sera suivie le 19 avril d'une autre par Jean-François Desfrécy sur le thème sciences et politique, un cas d'école, la Covid-19. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci de votre invitation et pardonnez ma voix un peu éraillée. Si j'ai accepté cette invitation avec plaisir, c'est qu'il y a quelques années, j'avais été avec Serge Haroche, l'organisateur d'un colloque du Collège de France, qui avait pour titre « Science et démocratie ». Et que nous avions essayé de commencer à explorer justement cette mise en cause de l'autorité scientifique dans le monde contemporain. Et que mes travaux à venir m'incitent à retravailler cette question. Donc je vous présente un petit peu aujourd'hui ce qu'est l'état de ma réflexion. L'état de ma réflexion part du constat suivant. C'est qu'il y a un accord général depuis une quinzaine d'années pour constater qu'il y a dans nos sociétés une forme de désordre cognitif. Et que ce désordre cognitif, on peut le référer à ce qu'on a appelé la post-vérité, on peut le référer à tout un ensemble d'éléments concernant des fake news, concernant des théories parascientifiques dans tous les sens, mais le fait massif est la progression de ce trouble cognitif. Alors pour faire face à ce trouble cognitif, on a plus insisté sur les moyens adéquats pour le traiter que sur l'analyse profonde, car on a présupposé que le fait d'un désordre allait de soi, et que celui qui était en France, je dirais, en termes de publication de best-seller, l'auteur qui a inscrit cette question à l'ordre du jour,
du grand public, et bien sûr quelqu'un d'ailleurs que l'Union rationaliste a récompensé, qui est Gérald de Bronner, qui a d'abord publié il y a 7-8 ans La démocratie des crédules, et qui a publié l'an dernier son Apocalypse cognitive, et qui s'est vu confier par le président de la République un rapport pour traiter des conditions dans lesquelles on pouvait ranimer les Lumières à l'âge d'Internet. Pourquoi à l'âge d'Internet? Parce que l'analyse spontanée de ce désordre cognitif a été de dire que c'est Internet qui introduit ce désordre cognitif. Introduit, ou en tout cas amplifié, dans des proportions qui n'avaient jamais été probablement vues auparavant. Et le fait que l'on ait fait le lien entre ce désordre cognitif et puis le développement d'Internet comme un espace caractérisé par le fait que la science vaut l'opinion et que l'opinion vaut la science. Bon. Alors il y avait un certain nombre de sociologues, des questions scientifiques, je pense bientôt à Bruno Latour, qui avait dit qu'il faut traiter sur un même pied la science et l'opinion. Mais traiter sur un même pied la science et l'opinion, c'était l'avis d'un sociologue qui n'avait pas encore un nom dans le grand public. Et donc, cette critique de Latour était restée relativement limitée à des petites sphères de spécialistes. Le problème fondamental, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas remettre en cause ce diagnostic factuel du désordre cognitif. Mais ce que l'on peut discuter, c'est les conditions dans lesquelles on imagine qu'il suffirait de réintroduire davantage de culture scientifique et davantage d'enseigner les sciences à l'école, et en même temps, sur Internet, d'avoir des moyens de régulation pour limiter les fake news. Je simplifie. Mais donc, c'était ces deux points, d'introduire davantage d'esprit critique, d'éducation à l'esprit critique à l'école et de régulation de l'Internet qui allait nous régler cette question. Je n'en crois rien. Je n'en crois rien pour une raison très simple. C'est que nous voyons aujourd'hui l'échec patent de toutes les multiples tentatives de trouver les moyens d'introduire des éléments d'ordre dans ce désordre. Tout le travail des décodeurs dans la presse est considérable aujourd'hui. Mais ce travail considérable des décodeurs n'a pas changé d'un iota la montée en puissance de cette masse de citoyennes et de citoyens qui pensent justement que la réalité est conforme à ces théories du complot, à ces fake news et à tout cet univers parallèle de la post-vérité. Et lorsque nous avions réfléchi avec Serge Haroche et organisé ce colloque au collège il y a une dizaine d'années à peu près, nous étions sur cette position-là, en disant voilà, on constate la montée en puissance déjà de cet univers parallèle, eh bien il faut resserrer les rangs et faire en sorte que l'école mette l'accent sur la formation à l'esprit critique, que l'on enseigne davantage les sciences et que l'on régule davantage Internet. Je ne pense pas aujourd'hui que nous puissions nous contenter de cela à cause du constat très simple que tous les efforts, et ils ont parfois été massifs, tous les efforts entrepris pour essayer de réduire cet univers de la post-vérité ont été voués à l'échec. Et que cet échec tient, à mon avis, à l'analyse qu'on a fait de ces troubles cognitifs. Ils tiennent d'abord, me semble-t-il, à ce que j'appellerais le déclin des institutions invisibles dans nos sociétés, de façon beaucoup plus large. Il y a trois sortes d'institutions invisibles.
la confiance, l'autorité et la légitimité. Cette notion d'institution, enfin le terme d'institution invisible, a été utilisé pour la première fois dans les années 1950 par un économiste qui s'appelle Kenneth Arrow et qui allait devenir un prix Nobel d'économie. Kenneth Arrow voulait montrer par là qu'on ne peut pas simplement comprendre le fonctionnement économique à partir des institutions. Les grandes institutions de l'économie, c'est le marché et le contrat. Et il me disait, on ne peut pas simplement décrire l'économie à partir des marchés et des contrats. Derrière les marchés et les contrats, il y a tout un ensemble, tout un mode de fonctionnement qui est d'une autre nature. Et cette réflexion de Kenneth Arrow croisait la réflexion d'un autre, de celui qui allait également devenir un prix Nobel d'économie, Coase. Et Coase a eu son prix Nobel d'économie parce qu'il a réfléchi au moment, merci beaucoup, parce qu'il a réfléchi au moment pendant lesquels des institutions étaient soutenues par d'autres types de pratiques. Et surtout, il a réfléchi au moment et aux conditions dans lesquelles des pratiques prenaient la forme d'institutions. Il a fait un article célèbre qui lui a valu le prix Nobel, où il a montré comment, justement, des échanges informels, des contrats se transformaient, produisaient des entreprises. Pourquoi il y avait des entreprises, c'est-à-dire des institutions agglomérant des pratiques, plutôt qu'un marché généralisé? C'était la grande intuition de Coase qui était fondatrice de ce qu'on appelait l'économie des institutions. Et donc, partant de ce constat de Coase et partant de ce vocabulaire proposé par Kenneth Arrow, j'ai pensé qu'on pouvait élargir le propos et l'analyse et que l'on pouvait décrire plus largement et élargir cette catégorie d'institutions invisibles. Ces institutions invisibles, elles sont donc au nombre de 3. La légitimité, la confiance et l'autorité. Et quel est le propre de ces institutions invisibles? Par définition, c'est qu'elles sont des économiseurs d'institutions. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est ce qui permet d'économiser des contrats. Quand sur un marché autrefois, 2 maquignons se rencontraient et disaient « top là », eh bien, ils économisaient le fait de signer un papier, un engagement. Donc, le propre de la confiance, c'est d'économiser des institutions, et des institutions, en l'occurrence, surtout des contrats ou des règles. Pourquoi? Parce que le propre de la confiance, c'est sa dimension cognitive. La confiance, selon une définition sociologique célèbre, la confiance, c'est ce qui permet de faire une hypothèse sur le comportement futur d'une personne. Et je peux faire des hypothèses sur le comportement futur d'une personne si j'ai des informations sur elle. Si mon meilleur ami me demande de lui prêter 100 € en me croisant dans la rue, si je les ai, je lui donnerai immédiatement. Parce que mon meilleur ami, ça veut dire que je sais évidemment qu'il me remboursera, même si la somme est beaucoup plus grande. Mais si un inconnu me demande dans la rue, prêtez-moi 100 €, je vous les rends la semaine prochaine, autant je suis prêt à donner quelques euros à quelqu'un, mais à lui prêter 100 €, certainement pas, parce que je ne le connais pas. Donc on peut dire que la confiance a joué dans les relations sociales un rôle absolument fondamental. Parce que si on a des informations sur une personne, on va lui faire confiance, et cette confiance va simplifier les relations sociales et simplifier le fonctionnement économique. Des historiens de l'économie, par exemple, ont bien montré comment le développement économique avait d'abord pris place dans des petits groupes de minorités. Pourquoi?
Parce que dans ces minorités, les gens partageaient une même culture, ils se connaissaient bien. Et c'est donc pour ça que dans toute une partie de l'Europe, on a eu des commerçants de certaines villes, où on a eu des commerçants juifs, parce qu'à chaque fois, c'était référé à un petit groupe de pères qui se connaissaient et dans lequel la confiance régnait. Et cette confiance a permis de faire beaucoup de choses et de développer l'économie. Alors bien sûr, après, on a ajouté des institutions à la confiance. On sait bien, par exemple, que le commerce international s'est développé parce qu'on a inventé l'assurance maritime. Et que cette assurance est une institution qui a développé. Donc, les institutions développent. Mais dans la vie sociale, il y a toujours un socle de ces institutions invisibles. Et quand ces institutions invisibles disparaissent, quand c'est la confiance, la défiance généralisée se paye très cher. Et on voit aujourd'hui le coût de la défiance qu'il y a dans politique. Mais on voit aussi, souvent, le coût de la défiance dans les entreprises. Quand il n'y a pas assez d'une culture partagée, eh bien, dans l'entreprise, il y a aussi de la défiance et ça a un coût organisationnel très important. Donc, première institution invisible, et vous voyez tout de suite le rapport que ça a à la connaissance, le rapport que ça a à la science. Deuxième institution invisible, c'est la légitimité. La légitimité, c'est ce qui permet d'inscrire dans le temps un régime légal. Si je suis élu président de la République, je suis le président légal des Français. Mais ça, on pourrait dire que c'est une légitimité d'institution, c'est une légitimité d'autorisation. Mais la pleine légitimité va se définir comme ce qui inscrit dans le temps ce fondement de légitimité, ce qui va la prolonger. On voit bien aujourd'hui comment cette légitimité a disparu en France, comme dans beaucoup de pays, parce que dès le lendemain de l'élection, la légitimité est érodée. On disait pendant un moment qu'il y avait l'état de grâce. L'état de grâce définissait le moment de prolongement de la légitimité initiale. Mais maintenant, c'est même beaucoup moins que cela. Donc, il y a un déclin de la légitimité générale des institutions, qui a un coût, là aussi, très élevé. Parce que des institutions légitimes, on leur obéit davantage, on leur fait davantage confiance. Des institutions légitimes, elles peuvent se projeter dans le temps. La confiance comme la légitimité, ce sont des instruments d'inscription dans le temps de l'action humaine. Donc c'est décisif. Troisième institution invisible, et c'est peut-être celle qui fait le plus évidemment écho à votre intérêt pour les questions du savoir scientifique, c'est l'autorité. L'autorité se définit classiquement, alors il y a beaucoup de définitions, mais disons que l'autorité se définit par le fait que l'on peut être suivi ou obéi sans avoir recours à la coercition ou à l'argumentation. Donc, le père de famille a une autorité au sens, enfin il espère l'avoir, au sens où il dit va te coucher, il n'a pas besoin d'argumenter pour que l'action suive. Or, cette question de l'autorité, elle a été dans l'histoire décisive, parce qu'on a tout de suite compris qu'un pouvoir ne pouvait pas simplement être un pouvoir défini par la force et défini par la loi. Donc, dès l'Antiquité, on a réfléchi sur la spécificité de cette force qu'on appelle l'autorité par rapport au pouvoir. Et dans deux directions, l'autorité intellectuelle et l'autorité politique. Vous le savez, à Rome, on a même inventé une institution spéciale qui n'avait aucun pouvoir propre, mais qui détenait l'autorité morale. C'était le Sénat.
et on séparait, en tout cas dans la Rome républicaine, là je parle, je ne vais pas faire un cours général d'institutions romaines, mais y compris dans la République tardive. Le pouvoir, c'était les consuls, par exemple. Le pouvoir, c'était les tribuns du peuple. Il y avait tout un ensemble d'institutions qui prenaient des décisions et qui décrétaient les lois, qui avaient le pouvoir exécutif et législatif, si l'on veut, pour faire vite. Mais le Sénat avait un rôle qui était un rôle de régulation, qui n'était pas un rôle de coercition. Mais le Sénat pouvait dire « cela ne nous semble pas raisonnable », par exemple. Et on considérait, selon la définition du grand historien du droit romain Mommsen, que c'était des conseils que l'on avait intérêt à suivre, pour faire vite. Donc, cette distinction entre un pouvoir comme capacité de définir, de prendre des décisions, et un pouvoir, en quelque sorte, d'orientation, de jugement, de réflexion, il était central dans la vie romaine. Et toute une partie, par exemple, de l'œuvre de Cicéron, c'est de réfléchir à ce partage entre l'autorité et le pouvoir, l'auctoritas et la potestas. D'ailleurs, si on employait le mot auctoritas, c'est qu'il vient du verbe latin augere, qui est augmenter. C'est ce qui augmente le fondement, ce qui donne de l'enracinement aux choses. Et donc, dans un premier temps, même ça voulait dire la propriété que l'on consolide. Et puis, dans les premiers textes de droit romain, et puis peu à peu, c'est devenu cette définition moderne de l'auctoritas, c'est ce qui donne un fondement, ce à quoi on peut se référer comme le point de référence. Alors ça joue un rôle très important en Occident, parce que au Moyen-Âge, c'est ce qui a permis de distinguer le pouvoir de l'Église et le pouvoir temporel. Donc il y a eu toute une théorie qui a dit la potestas appartient à l'empereur, la potestas appartient au roi, mais l'auctoritas à l'Église. Alors qu'avant, l'Église voulait avoir tout le pouvoir. On était dans une vision théocratique. Et là, on a dit on va distinguer le pouvoir spirituel, pour faire vite, et le pouvoir temporel. Donc ça, c'était fondamental dans l'histoire de l'organisation occidentale des pouvoirs. Tant qu'on était dans des sociétés, je dirais, dans lesquelles la prééminence de la religion était très importante. Bon, après, c'était complètement différent. L'auctoritas, elle a disparu avec. La deuxième définition de l'auctoritas, c'est une définition intellectuelle. L'auctoritas, elle n'est pas simplement une institution politique, l'auctoritas, elle est une qualité intellectuelle. L'auctoritas, c'est ce qui force en quelque sorte le consentement. C'est ce sur quoi on doit s'incliner. Et là aussi, on comprend que ce soit Cicéron, qui était un grand penseur de l'auctoritas, du point de vue de l'autorité intellectuelle, parce qu'il était un grand avocat et qu'il a beaucoup réfléchi à ce que voulait dire la persuasion, le fait de pouvoir l'emporter. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où cette autorité, à la fois dans le sens politique du terme, a disparu, et où l'autorité intellectuelle, donc l'autorité scientifique aussi, elle a largement disparu. La situation de la science à cet égard est la suivante. C'est qu'on doit dire qu'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de vérité sans reconnaissance d'une autorité. Je pense que le philosophe qui a le plus profondément réfléchi à cela et l'a explicité le plus profondément, c'est Wittgenstein. Parce que Wittgenstein a réfléchi à, vous savez, dans son dernier livre, qui est De la certitude, il a réfléchi à partir de quel moment on peut dire que l'on sait. Et il dit, mais il y a très peu de cas dans lesquels
on peut dire que l'on sait de par sa propre réflexion, sa propre connaissance. La plupart du temps, quand on dit « je sais », cela veut dire « j'ai appris », cela veut dire « on m'a dit », ou cela veut dire « j'ai lu ». Et quand je dis « je sais », cela veut dire que j'ai lu, j'ai appris de la part de personnes, de livres que je respecte, qui ont une réputation, que je pense importants. Donc d'une manière ou d'une autre, tout le système de la connaissance s'effondrerait s'il n'y avait pas d'autorité. Et le philosophe français contemporain qui a prolongé cette réflexion, vous le connaissez sûrement, il était professeur au collège, c'est Jacques Bouvresse. Jacques Bouvresse qui était un grand commentateur de Wittgenstein et aussi d'un mathématicien qui s'appelle Clifford et qui était un des premiers Clifford vers le dernier tiers du XIXe siècle à réfléchir justement sur cette éthique, ce qu'il appelle l'éthique de la croyance dans la constitution de la connaissance. Et si on voulait, Bouvresse montre ça très bien, si l'on voulait absolument refonder par la racine chaque élément de savoir, on ne pourrait jamais le refaire. Et donc ce serait un échec total. Donc l'autorité est absolument fondamentale dans la production, bien sûr, du savoir, mais dans sa circulation. Et donc si cette autorité, elle est malmenée, eh bien, le savoir va vaciller. Il y a donc, à la racine de ce désordre cognitif, un déclin ou une perte de l'autorité scientifique au sens fort du terme. Deuxième déficit, c'est un déficit de confiance de la science. Ce déficit de confiance, vous me direz dans la conversation qui va suivre, si vous voyez les choses comme ça, tient en une première partie, peut-être essentiellement, à la transformation de la science. C'est-à-dire, quand on a réfléchi à la science, on a d'abord beaucoup réfléchi à partir de la physique et de l'astrophysique. C'était les deux grandes disciplines, et d'ailleurs en feuilletant l'histoire de votre institution, j'ai vu la place des physiciens et des astrophysiciens, qui était très grande. Parce que là, effectivement, c'est le domaine dans lequel la constitution des communautés scientifiques a été la plus établie depuis le plus longtemps, fonctionne le plus évidemment, et dans une distance vis-à-vis du public le plus clair. Personne ne songe à contester un certain nombre de constats en astrophysique ou en physique des particules. Bon, c'est clair. Donc, là, la confiance dans la science était liée au fait que la science était d'abord la physique et l'astrophysique. Mais maintenant, la science, c'est beaucoup plus la biologie. Et je vois d'ailleurs que parmi vos membres, il y a beaucoup moins de biologistes. C'est beaucoup plus la biologie pour le grand public. C'est les technosciences. Et ce sont des sciences qui sont en permanence, en interaction avec la vie sociale, avec le monde politique, avec des décisions importantes à prendre. Quand on est un savant qui étudie le climat, eh bien, là aussi, chacun pense qu'il a son idée sur le climat. Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'il a sa vérité d'expérience. Quand Trump dit, il n'y a pas de réchauffement climatique parce qu'il a fait froid hier, voilà, il pense que c'est une vérité d'expérience. Donc, le développement des vérités d'expérience liées à ces nouveaux champs scientifiques, le fait qu'ils soient liés à des engagements politiques, à des décisions publiques, à des choix qui interfèrent directement avec des valeurs des citoyens, a fait que, un peu naturellement, ça a contribué à rendre possible plus facilement l'érosion de la confiance dans les savants.
Et cette érosion de la confiance s'est d'autant plus fait que dans ces nouveaux champs scientifiques, il y a deux spectres qui sont présents, le spectre du capitalisme et le spectre de l'État qui se mêle de tout. Parce que dès que l'on parle de biologie, on parle de labo. Et dès qu'on parle de labo, on parle de science qui est ruinée par les labos scientifiques. Dès que l'on parle de l'État, on parle de science qui est ruinée par les programmes militaires ou qui est ruinée par les obligations d'obéir à ceux qui vous financent. Et puis enfin, il y a un déficit de légitimité croissant parce que le monde scientifique est conçu par beaucoup comme un monde qui peut être refermé sur lui-même, un monde qui vit dans l'entre-soi. Et l'entre-soi, en général, est critiqué aujourd'hui. Donc l'entre-soi scientifique n'est pas pire que les autres, mais il est critiqué au nom de cet entre-soi général. À partir du moment où on a fait ce constat que tous ces désordres cognitifs ne naissaient pas de rien, mais que ces désordres cognitifs, ils sont le fruit de cette destruction, de ce déclin de ces institutions invisibles. Ils sont le fruit sur un mode particulier, parce qu'ils se sont constitués sur deux modes. Ils se sont d'abord constitués sur le mode de la reconstruction d'univers d'intelligibilité. Là, c'est toute l'analyse psychosociale classique des théories du complot. Les théories du complot, elles ont été analysées depuis longtemps. Il y en a toujours qui ont lieu, mais l'essentiel des théories du complot consiste à dire que, alors, au sens le plus vulgaire, on a dit que c'est la science des imbéciles. C'est la science des losers, c'est une expression américaine. Mais on peut dire d'une façon plus générale que les théories du complot ont pour fonction de remettre de l'intelligibilité dans un monde dans lequel des individus se sentent perdus. Ils se sentent perdus et désorientés, et la référence à des théories du complot leur rend à nouveau l'univers, le monde lisible, et en tout cas non seulement lisible, mais maîtrisable, parce qu'il désigne des adversaires, ceux qui sont les maîtres complotistes, et donc des cibles à abattre. Donc les théories du complot ont cette immense vertu qu'elles reconstruisent de la lisibilité, de l'intelligibilité, et en quelque sorte de la puissance politique. Donc pour ça, elles ont un rôle très important, et donc elles vont s'enrichir de tout ce monde, de la post-vérité, des fake news, etc. Deuxième élément, et c'est peut-être sur celui-là que je voudrais attirer votre attention. Le deuxième élément, c'est que tous les mensonges, les fausses vérités, que n'arrivent pas à détruire ceux qui se définissent ou qui essaient de se définir sur Internet, dans la presse, dans les médias, comme des décodeurs, tient au fait que ces contre-vérités doivent être comprises comme des vérités de résistance. Elles sont productrices d'identité. Ce ne sont pas des faits d'abord de connaissance, ce sont des éléments de reconnaissance, même dans ce qu'elles ont de plus fou. Vous connaissez comme moi la théorie de QAnon, qui consiste à dire qu'il y a un grand complot dans les élites américaines, politiques notamment, qui est mené à partir d'une pizzeria, dont le centre est une pizzeria de Washington, et qui a une vision pédophile pour détruire la société.
Et quand on interroge les Américains, il y en a près d'un tiers qui pensent que ça correspond à une réalité. Mais à quelle réalité? Qu'est-ce qu'ils entendent par le mot réalité? Ils n'entendent pas jusqu'au bout que c'est physiquement, je veux dire, cette pizzeria précise avec ses crimes pédophiles, mais ça définit pour eux, je dirais, une forme de mal absolu. Et que c'est ce mal absolu qu'ils identifient à un certain nombre de personnes. Ce sont des fausses nouvelles, mais ce sont des contre-vérités qui sont porteuses d'identité, parce qu'elles sont porteuses d'indignation commune. Et c'est pour cela qu'elles sont très difficiles à détruire. Elles sont très difficiles à détruire parce qu'elles ne sont pas dans le champ de la connaissance, mais elles sont d'abord dans le champ social et politique. C'est parce qu'on voit que la société est divisée entre ceux d'en haut et ceux d'en bas que l'on croit à ces contre-vérités et qu'on y croit dur comme fer. Et toute argumentation qui glisse dessus est incapable de le maîtriser. Toutes les personnes qui, aux États-Unis, ont essayé d'inverser cette tendance en sont arrivées à cette même conclusion. Mais elles n'ont pas poussé l'argument jusqu'où je le pousse, l'analyse, jusqu'où je la pousse, de dire c'est parce qu'il y a un élément producteur d'identité. Donc, c'est en voyant comment reconstruire ces institutions invisibles, et notamment pour ce dernier point, l'autorité de la science, que l'on va pouvoir progresser. Et je voudrais le développer sur 2 points. Premièrement, quelle politique de la confiance? Là, il y a une dimension informationnelle. Là, j'en ai fait l'expérience, nous en avons fait collectivement l'expérience au sens de l'expérimentation au collège. Quand, avec Serge, nous avions fait ce colloque sur science et démocratie, on avait mis l'accent sur la nécessité de mieux faire connaître la vie du chercheur. Ne pas partir des connaissances du chercheur, mais ce qu'est le travail du chercheur, sa vie. On a vu un terrain d'expérimentation de ça, si je puis dire. Le collège a vu un programme de faire des conférences-débats dans des lycées de banlieue. Et on s'était mis d'accord sur le fait de dire, on ne va pas les faire, Serge ne va pas les faire une conférence sur les atomes froids. Bon, moi-même, je n'allais pas faire une leçon sur ce qu'est la démocratie. Mais on va faire une conférence sur ce qu'est notre travail, les questions qu'on s'est posées, qui on voit assez matérielles. Et là, on a vu que ça intéressait énormément les jeunes. Moi, je ne leur ai pas dit, voilà ce qu'est la démocratie. Je dis, voilà les questions que je me pose, voilà les choses qui ne me semblent pas fonctionner. Et donc, ils ont dit spontanément, ah ben oui, on comprend bien vos questions. Vous avez raison de vous les poser. Alors, pour Serge, il décrivait un univers qui n'était pas le leur, mais ils ont trouvé ça intéressant aussi. Et là, moi, j'étais un peu plus loin dans l'analyse, parce que j'ai été visiter les labos de mes collègues, enfin, en tout cas de pas mal de mes collègues. Et là, moi, ça m'a changé ma vision aussi de ce que voulait dire la science, de voir le travail quotidien, l'expérimentation. Et j'ai décidé avec quelqu'un qui est Sébastien Balibar, que vous connaissez peut-être, qui a dirigé le labo de physique statistique à Normal Sup, de faire avec lui un livre, enfin de lui commanditer un livre. Mais un livre qui ne serait pas un livre sur ses résultats, mais un livre sur la vie quotidienne du chercheur. Et ça s'appelait Chercheur au quotidien. Et par exemple, il a décrit de façon très importante comment, lorsqu'un doctorant arrive, il faut d'abord qu'il apprenne à faire des soudures, à savoir bricoler la machine. Et qu'au fond,
D'abord, savoir faire fonctionner une machine, c'est le début du succès. Parce qu'on peut dire que arriver au zéro, presque au zéro absolu, en théorie c'est facile, mais en pratique c'est très difficile. Et il y a des gens qui réussissent mieux que d'autres. Pourquoi ? Parce que lui, il raconte dans son livre pourquoi, en essayant tel métal, on a une soudure d'une qualité telle qu'on va produire un meilleur résultat, etc., etc. Donc il y a tout un champ que l'on peut, là, explorer. Et les scientifiques, je dis nous, parce que je pense appartenir à ce monde aussi, nous pouvons davantage expliquer ce qu'est notre travail, nos lieux de travail, les ouvrir et les faire connaître sous diverses formes. Ça, je pense que, du coup, l'entre-soi existerait moins et on gagnerait en confiance si on faisait ça. C'est un premier élément. Là, c'est vraiment un élément qui ne tient qu'à nous, si je peux dire. Mais il y a deux autres éléments qui ne tiennent pas à nous seulement. Un premier élément, c'est d'abord de faire que tous ceux qui croient aux contre-vérités ne pas penser que nous agirons sur le terrain du combat des contre-vérités avec la bannière de la connaissance, mais que nous œuvrerons, ou qu'il faut œuvrer pour les reconnaître eux-mêmes, pour que le monde qu'ils vivent n'apparaisse plus comme un monde ignoré. Parce que s'ils sont des champions de la défiance, s'ils sont des champions de la post-vérité, c'est parce qu'il leur semble d'abord que ce qu'ils vivent n'est pas pris en compte. Moi, c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, Les épreuves de la vie, pour montrer qu'il ne suffit plus de penser la société en termes statistiques, à partir des catégories générales, mais qu'il faut partir des termes avec lesquels les gens expriment leur réalité, leurs difficultés. Et là, j'ai choisi la notion d'épreuve pour montrer comment des épreuves du mépris, des épreuves de l'injustice, des épreuves de la discrimination, c'est tout cela qui exprimait de façon sensible ce que vivaient les gens. Or, la grande difficulté de la politique en général, c'est que la politique traite des populations. Et traitant des populations, elle traite des statistiques, elle traite des états moyens. Et si on dit, par exemple, en termes statistiques, que la pauvreté a reculé en France, ou que le pouvoir d'achat a augmenté, c'est indiscutable. Et celui qui gouverne va le dire. Et s'il voit des gens qui s'insurgent, il va dire « je vais vous expliquer ». Mais les gens disent « vous pouvez m'expliquer ». Mais pour moi, le budget essence ou le budget chauffage est très important, et donc l'augmentation du prix, etc., etc. Donc on ne peut pas simplement parler le langage de la société avec la raison des populations, avec la raison statistique. Donc ça, il y a un effort énorme à faire. C'est le langage de la politique, mais le langage des sciences sociales aussi qui est en cause. Parce qu'il y a des politiques qui se présentent comme des politiques de la raison qui ne sont pas comprises, qu'il y a des explosions de déraison dans nos sociétés. Le troisième élément, c'est donc une politique de l'autorité. Une des fonctions de l'autorité, d'une autorité, c'est de produire du commun. L'autorité, elle produit du commun, parce qu'elle permet de rassembler en quelque sorte les personnes dans un même rapport à l'autorité. Et le même rapport à l'autorité est ce qui produit du commun. D'ailleurs, un des premiers usages du terme autorité, en latin auctoritas, avant ou à côté du droit civil de la propriété, dans ce qu'on appelle la loi des 12 tables, qui sont les premiers textes de codification, a été dans l'ordre religieux. Et on a parlé de l'autorité des prêtres parce que tout le monde était d'accord pour reconnaître qu'ils possédaient
un pouvoir caché, un savoir caché. Le prêtre se définissait par celui qui possède un savoir que les autres n'ont pas et qui est caché. Donc, dans la langue latine, on a dit, ça c'est l'auctoritas. C'est le savoir qui est derrière la personne, qui fait que tout le monde a le même rapport à cette personne. Et ce rapport, ça s'appelle le rapport de la croyance religieuse, là. Mais on pourrait, bien sûr, l'étendre. Puisque vous aurez remarqué que tous les philosophes comme Wittgenstein ou comme c'est le cas aussi de nombreux commentateurs de lui, ont employé le mot croyance dans ce sens-là. Croyance, non pas croyance surnaturelle, mais la croyance, la foi en autrui. Et cette foi en autrui, elle est très importante dans la fondation de l'autorité. Pourquoi il y a cette exigence d'autorité qui est différente et de rationalité, parce que bien sûr, la démocratie se définit par, on pourrait dire, son présupposé cognitif. La démocratie a le présupposé qu'on peut être divisé, mais il y a des éléments qui font que l'on peut débattre parce que l'on partage un certain nombre d'éléments d'analyse. On partage un langage, on peut partager certaines choses. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans des sociétés radicalement divisées, il n'y a pas la possibilité du dialogue. Et les divisions sociales d'aujourd'hui sont pour cela très différentes des divisions de classe d'autrefois. Parce que lorsqu'il y a lutte des classes, il y a une division fondamentale qui est la division entre le capital et le travail, entre les salaires et le profit. Ça, c'est une division qui était essentielle. Mais cette division, elle peut être gérée dans une même compréhension de l'économie, ou elle peut être gérée dans une même compréhension de la science. Après tout, l'histoire de l'union rationaliste, c'est tout de même une histoire de la raison à gauche, et de montrer qu'au fond, le PC, il était aussi du côté de la science. Et donc la science, c'était le commun de la société française. Et donc il y avait des communs possibles. À l'âge de la post-vérité, tel que je l'ai décrit, il n'y a pas de commun possible. C'est un conflit qui est beaucoup plus grave que le conflit de classe. D'ailleurs, on voit qu'aux États-Unis, il surplombe totalement le conflit de classe. Il y a du côté des Trumpistes, pour faire vite, il y a des gens, bien sûr, on peut dire, il y a beaucoup de personnes de milieux populaires, mais c'est très varié. Et ces gens-là ne sont pas gênés d'être à côté de milliardaires, parce que pour eux, le clivage essentiel est ce clivage des deux vérités qui s'affrontent. Et donc, tant que l'on reste dans ce clivage des deux vérités, à la limite, il n'y a plus de démocratie possible. Parce que la démocratie, c'est de dire qu'on peut être en conflit le plus grave, il peut y avoir la lutte des classes, mais on peut faire des compromis. On ne fait pas des compromis entre des vérités. On ne fait pas des compromis entre des croyances. Or, quand il y a des divisions qui sont des divisions pures de croyances, de vérité ennemie, ou de vérité et de post-vérité, mais disons pour celui qui est du côté de la post-vérité, je dirais de vérité contraire, pour ne pas le vexer, eh bien, il n'y a pas de démocratie possible. Donc, de ce point de vue-là, la reconstruction des autorités scientifiques ou intellectuelles, elle est une condition vitale pour la reconstruction de la démocratie. Mais cette reconstruction de l'autorité scientifique, elle ne sera possible que si des formes de division sociale qui fondent cette division des vérités reculent. Donc, on ne retrouvera pas de l'autorité scientifique dont nous avons si besoin
et on ne retrouvera pas, plutôt on n'évitera pas le déclin de la démocratie, le pire étant l'avènement d'une guerre civile, disons. Ce serait plus simplement une révolution, parce qu'une guerre civile, c'est deux camps qui sont irréductibles à jamais. Une révolution, c'est tout de même, ça finit tout de même d'être une majorité qui met en place un nouveau régime, disons. C'est très différent avec une guerre civile. Donc là, j'attire votre attention sur le fait que si nous voulons prendre au sérieux ce désordre cognitif, il faut faire ce détour par l'analyse de ce que sont les institutions invisibles, et notamment l'autorité, et puis faire le détour également par le constat qu'elle se lie à ces formes de division sociale qui sont aussi la base, je dirais, d'une forme de destruction de nos démocraties. Voilà donc ce que je souhaitais mettre en discussion avec vous ce soir. Pardon ? Ah bon. Merci Pierre. Donc la parole est à l'audience et la parole est aussi aux internautes s'ils le souhaitent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à la suite de ce que Pierre nous a dit? Oui. Édouard Brézin. Les questions que vous posez, évidemment, nous préoccupent tous les jours. Moi, je suis scientifique, mais j'ai toujours pensé que la défiance généralisée était pire que la crédulité excessive. C'est-à-dire qu'on n'a plus de risque. Là où il y a défiance généralisée, on ne comprend jamais plus rien. Néanmoins, il y a une dimension collective que vous n'avez pas eu le temps d'aborder, il me semble. C'est-à-dire, prenons un exemple récent. Un médecin connu de Marseille annonce avoir fait des découvertes exceptionnelles, sensationnelles face à cette pandémie que nous vivons. Il a toute l'autorité et la légitimité pour le faire. Il a apparemment, je n'y connais rien, ce n'est pas mon domaine, mais apparemment il est respectable, respecté de un certain nombre de ses collègues. Pourquoi est-ce que finalement l'opinion, en tout cas scientifique, va très vite se détourner de Didier Raoult? C'est parce qu'il a renoncé à la méthode scientifique. Il a refusé ce que la méthode expérimentale, avec toute la rigueur des témoins, etc., aurait dû. Et donc, finalement, si nous ne croyons pas si nous refusons cela, c'est parce que collectivement, il existe une méthode scientifique, dans le cas présent, qui permet de légitimer par rapport aux faits alternatifs. Alors évidemment, c'est simple en science. Par rapport à des domaines comme l'histoire, j'avoue que je ne sais pas très bien comment on légitime l'histoire là où certains la remettent en doute. Et là, j'aimerais bien avoir votre sentiment. Qu'est-ce qui peut remplacer dans d'autres domaines la légitimité que donne la méthode scientifique? Bon, première remarque concernant ce médecin de Marseille. La communauté scientifique, il y a une communauté médicale tout de même. Cette communauté médicale, ce qui la constitue, c'est l'adoption d'un certain nombre, justement, de protocoles scientifiques. Et donc, il a été condamné parce qu'il ne suivait pas ces protocoles scientifiques. Ça a très bien marché dans la communauté scientifique. Mais le problème, c'est qu'une grande partie de la population a continué à croire que Raoult avait raison. Et que Raoult, on l'avait condamné parce que c'était les bien-pensants, parce que c'était les savants qui obéissaient au pouvoir, au labo, etc., etc. Donc la communauté scientifique a bien marché
dans ce cas-là, mais le phénomène fondamental qui reste celui des croyances à des vérités fausses n'a pas été, la communauté scientifique n'a eu aucun effet. Et pourtant les médias en ont abondamment parlé. Donc cet exemple que vous donnez est un très bon exemple pour illustrer le fonctionnement normal d'une communauté scientifique, mais non pas les problèmes posés par l'adoption de contre-vérités. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, je vous pose une seconde question. Quid de domaines dans lesquels les protocoles ne sont peut-être pas aussi soigneusement établis que ceux de certaines sciences, et vous citez l'histoire. Mais en histoire, il y a tout de même des protocoles établis. Il y a tout de même des protocoles de constitution d'un corpus. Il y a tout de même des protocoles, des dépouillements de témoignages ou d'archives. Il y a tout de même des protocoles concernant la conception et la constitution d'un échantillon. Bon, il y a tout un ensemble de protocoles qui fait que la communauté des historiens, elle reconnaît quand même globalement des choses. Et que, par exemple, elle reconnaîtra que M. Zemmour n'est pas un historien. Voilà. Ou que ceux qui pensent que Zemmour est un historien sont des personnes qui connaissent peu de choses à l'histoire. Ah oui, mais voilà. Le problème, c'est qu'il y a toute une partie des Français qui pensent que Zemmour est un grand intellectuel et qui est un grand historien. Voilà. Et donc, moi, ma réflexion, ce n'est pas simplement celle de la vigilance et du fonctionnement des communautés scientifiques, parce que ça fonctionne assez bien, globalement. Mais c'est celui des raisons, comprendre les raisons pour lesquelles ces communautés scientifiques voient leur audience si peu opérante. Alors, c'est évident dans le cas de l'histoire, parce que là, on peut dire qu'il y a des histoires différentes, des intérêts qui sont en jeu, mais c'est aussi, hélas, le cas dans des domaines comme ceux que vous citez, mais on peut en citer bien d'autres. Alors qu'effectivement, personne ne conteste, Serge Haroche n'a jamais contesté quelqu'un qui lui dit « Moi j'ai regardé sur Internet, vous vous trompez, les atomes froids ne se comportent pas comme vous dites. » Non, ça il n'a jamais vu ça. Mais beaucoup d'autres scientifiques hors de la physique ont vu ça. Et c'est pour ça que je prenais les exemples de la physique et de l'astrophysique, parce que c'était deux domaines scientifiques dans lesquels les réalités d'expérience interfèrent très peu, disons. Alors, je vous remercie pour cette conférence que j'ai trouvée aussi passionnante que stimulante. Votre détour par ces institutions invisibles me semble très éclairant, et en même temps, la conclusion à laquelle vous semblez aboutir me pose question, et j'essaye d'élaborer ma question. Au fond, vous êtes en train de dire, et évidemment je comprends que ça fait référence à vos travaux préalables, que dans une société divisée en classes, le rapport à la vérité s'établit autrement qu'aujourd'hui. Et ma question c'est, est-ce à dire qu'il vous semble que les sociétés contemporaines ne sont plus des sociétés divisées en classes? Et ma question est, qu'est-ce qui vous semble avoir changé dans le rapport à la vérité entre, je sais pas, la France où le Parti communiste était fort et où, en effet, le rapport à la science était très différent, et aujourd'hui? Bon, tout d'abord une chose, c'est que je suis venu vous présenter des réflexions en cours et non pas un livre achevé.
je suis en train d'écrire un traité des institutions invisibles. Donc vous pourrez lire ce livre dans quelque temps. Et mes idées auront évolué. Et j'espère auront progressé. Pour la question que vous posez, dans les sociétés de classe, il y avait des divisions sur des connaissances. Sur l'économie, par exemple, il y avait des visions concurrentes de l'économie, mais pas sur tout un ensemble d'autres domaines. Bon. Alors qu'aujourd'hui, oui, il y a toujours des divisions de classe. Les inégalités sont même plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 1950. Moi, j'étais permanent syndical après 68. En 1970, le rapport entre le salaire, entre le SMIC et le salaire du PDG dans les entreprises du CAC 40 était de 1 à 20. Et les syndicats se scandalisaient qu'il soit de 1 à 20 et demandaient qu'il soit de 1 à 6. Aujourd'hui, le salaire entre le SMIC et le salaire des moyens des PDG du CAC 40 est de 1 à 200. Bon. Mais je vois, disons qu'il y a une sorte de condamnation théorique. Il y a une indignation générale devant ça. Mais il n'y a pas d'action pratique. Pourquoi ? Ne serait-ce que parce que les 10 footballeurs français les mieux payés gagnent plus que les 40 PDG les mieux payés. Et que Neymar, qui est le footballeur français le mieux payé, gagne 5 fois plus que le PDG français le mieux payé. Donc, on voit aussi que l'expression des inégalités n'est plus simplement l'expression de rapports de production. Ou en tout cas, que les inégalités ne peuvent plus simplement être analysées dans les termes marxistes classiques de l'accaparement de la plus-value. Parce que les modes de production de la valeur ne sont plus simplement ceux de la plus-value. Voilà, tout simplement. Quand on produit de la valeur par la rareté de l'artiste, quand on produit de la valeur par l'innovation, ça n'est plus la valeur de la plus-value, c'est autre chose. Et c'est ça, donc, on pourrait dire que l'indignation n'est pas la même face à ces 3 modes de production de la valeur. Alors donc, si, il y a toujours de la lutte des classes, mais qu'elle n'est plus, je dirais, peu importe que l'on dise que c'est central ou pas central, je ne me battrai pas sur cette question-là. Mais il y a d'autres modes perçus comme plus sensibles, je dirais de la division sociale, ou au moins aussi sensibles, et en tout cas directement lisibles dans la vie quotidienne. Qui est-ce qui se précipitait à l'aéroport du Bourget pour applaudir Neymar? Ça n'était pas des gens très riches. Voilà, c'est clair. Et ils applaudissaient celui qui gagnait 100 millions d'euros par an, hors prime et impôts payés. Parce que les footballeurs sont les seuls salariés qui définissent leur rémunération impôts payés, les impôts étant payés par le club. Bon. Donc ça fait quand même une certaine différence d'au moins 45% déjà. Donc voilà ce que je peux dire sur ces divisions. Et donc ces divisions, elles restent, mais elles sont d'un certain point de vue devenues plus radicales. Elles sont plus radicales parce qu'elles sont vécues plus profondément. Elles sont vécues plus profondément parce qu'elles sont vécues comme intimes. Quand vous êtes exploité, si vous êtes en tant qu'ouvrier, c'est en tant qu'un collectif. Vous pouvez avoir une force et une fierté. Si vous êtes agressé, si vous êtes méprisé, si vous êtes harcelé, c'est quelque chose qui vous touche individuellement, d'une façon très différente. Et donc il y a un rapport à la division sociale qui n'est pas de même,
qui n'est plus de même nature. Et c'est ça qui change complètement, je pense, la ligne de fracture entre les vérités. Parce que la division sociale est aussi devenue une ligne cognitive. Et cette ligne cognitive, ça, c'est quelque chose d'inédit dans les sociétés. La seule forme qui existait avant, c'est les guerres de religion. Les guerres de religion, oui, c'est une fracture des croyances, c'est une fracture cognitive. Et on a appris à pacifier les religions, parfois, pas toujours. Voilà. Et on voit qu'aujourd'hui, les guerres de religion renaissent dans bien des pays. L'Inde est le pays le plus inquiétant et symptomatique étant l'Inde aujourd'hui, de façon très, très claire. Mais quand on est dans cet ordre-là, on voit qu'il faut aller à la racine des choses pour les déloger, quoi. Je voudrais juste essayer de revenir un tout petit peu sur cette question qui a été soulevée par Édouard Brézin et les réponses que vous apportez qui, pour moi, sont extraordinairement éclairantes. La question que je me pose toujours, c'est quel est le statut de la preuve, la force de la preuve. Et qu'est-ce qui fait que, alors évidemment en mathématiques, en astrophysique, en physique, la force de la preuve est grande, et en biologie, pour des raisons qu'on peut expliquer très facilement, la force de la preuve n'est pas aussi forte. Et donc, quand la force de la preuve, évidemment, se dégrade, la possibilité de l'opinion, la force de l'opinion et de la dialectique qui est employée par ceux qui ne veulent pas croire, prend plus de poids. Et donc, là où vous m'avez éclairé, au fond, j'ai assez peu de questions même à vous poser finalement, c'est qu'est-ce qui fait que quand on pense qu'on a apporté une preuve forte, on n'arrive pas à convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Vous avez abordé cette question-là de manière très claire. Et là, la question qui me vient à l'esprit, enfin, vous avez parlé de montrer qu'est-ce que la vie des chercheurs, par exemple, comment est-ce que c'est un bon moyen. Je crois que derrière ça, il y a la méthode scientifique. Et la méthode qui conduit à l'établissement de la preuve. Et ça, je crois que c'est sur ce point-là qu'on n'insiste pas souvent suffisamment sur l'aspect méthodologique. Je crois que moi, je suis un grand défenseur de la méthode scientifique, plus que de la science, entre guillemets, qui, pour moi, ne se définit que par la méthode. Voilà, donc c'était un commentaire que je voulais faire. J'ai d'autres... il est clair que quand la force de la preuve se dégrade parce que les systèmes deviennent plus complexes, l'importance de la dialectique augmente de manière considérable et parfois part dans des directions qui peuvent être biaisées par les réalités sociales que vous expliquez. Voilà. Donc je n'ai pas de questions a priori, je ne sais même pas si ça appelle commentaire. Je voulais juste vous faire... Le commentaire que ça appelle, c'est pas sur les régimes de preuve qui ne sont pas forcément les mêmes dans les différentes disciplines scientifiques. Vous avez tout à fait raison. Le problème intéressant, c'est de savoir, c'est de constater que ceux qui peuvent, je dirais, faire l'expérience de la preuve, ils sont toujours très peu nombreux. C'est le scientifique spécialisé qui fait l'expérience de la preuve et qui va le publier dans un article lui-même spécialisé, dans une revue spécialisée. Donc ceux qui vont, la partie de la population qui va, je dirais, assimiler la preuve, sont très peu nombreux. Tous les autres vont croire ce que va écrire l'auteur de l'article, parce qu'il est X ou Y. Donc c'est une chose que de réfléchir sur les régimes de la preuve, et c'est une chose de réfléchir sur les conditions dans lesquelles les connaissances scientifiques sont socialement reconnues. Parce que les connaissances scientifiques sont socialement reconnues ou enseignées sur d'autres modes que le régime de la preuve.
vous n'allez pas, quand vous apprenez à un étudiant, quel que soit son niveau, quelque chose, sauf un étudiant, je dirais en 3e cycle, mais les autres étudiants, non, qui ne sont pas déjà des apprentis chercheurs, vous allez leur apprendre quelque chose, accroître leurs connaissances, mais ils ne vont pas maîtriser les éléments de la preuve. Sur ce point-là, je pense que la méthode scientifique et la preuve doit effectivement être enseignée, quitte à ne pas aller vers des connaissances extraordinairement évoluées, mais sur les choses de base, insister énormément sur la méthode qui a permis de constituer la démonstration. L'explication du théorème de Pythagore à l'école, par exemple, comme le racontait Étienne Gis l'autre jour, ne permet pas à un étudiant de comprendre réellement la preuve de la démonstration. Oui. Voilà. Et donc, je crois que dans ce sens-là, que la méthode aussi... De l'autre côté, là. Attendez, je voudrais, juste pour continuer dans cette veine-là, et essayer d'épuiser, on n'épuisera pas, mais le sujet... La preuve, la force de la preuve, parfois, il me semble que la force de la preuve renforce la croyance contre la preuve que l'on apporte. J'ai l'impression que psychologiquement, on ébranle la personne en lui apportant une vérité, en lui démontrant les choses. Et contrairement à ce que l'on pourrait attendre, on n'a pas du tout fait une adhésion supplémentaire. Au contraire, on a renforcé sa croyance. Et il y a un exemple qui me frappe, et j'avoue, je ne comprends absolument pas ce qui se passe en ce moment, par rapport, je crois qu'il est quand même assez bien établi, la force de la preuve est grande, est immense pour tout le monde, en plus bien partagée, que la Terre est ronde. Voilà, on a des tas de manières de le vérifier. Et bien pourtant, de plus en plus, on voit se constituer une minorité qui grandit de platistes, et parmi eux, vous avez des gens techniquement très très pointus, qui font des relevés systématiques, qui montrent qu'il y a un écart. D'ailleurs, ça ne colle pas. L'écart, d'ailleurs, leur dit simplement que la Terre est ronde et sphérique, mais ils ne le croient pas, et ça renforce encore, pour eux, l'idée que la Terre est plate. Je trouve ça absolument incroyable. Donc même la force de la preuve, quand elle est là, quand elle existe, eh bien, elle ne permet pas pour autant d'établir la vérité. Oui, bien sûr, mais on peut dire 2 choses à ce constat. Le premier, c'est justement que cette contre-vérité, elle est défendue parce qu'elle correspond à quelque chose de vital. C'est-à-dire, contre ce milieu de la science qui veut nous dominer et qui veut nous exploiter, il y a une réalité qu'on nous cache. Voilà. Et cette réalité, elle prend cette forme la plus absurde, disons, de la Terre qui est plate, mais elle prend cette dimension-là. Et de toute façon, quand vous regardez les sites Internet qui sont des sites complotistes, il y a toujours un raisonnement scientifique qui parfois échappe. Par exemple, je vais vous donner un seul exemple que je cite de mémoire, donc les chiffres que je vais vous donner sont peut-être pas bons. Mais ceux qui disent que le 11 septembre, c'est un accident qui était provoqué par la CIA pour mener la guerre contre l'islam. Et donc, pour mener la guerre contre l'islam, il fallait un acte absolument extraordinaire. Donc, c'est la CIA qui a dirigé les avions vers les tours et puis qui avait mis des charges explosives dans les tours. Alors, on dit, mais quand même, ces avions, ce sont les avions qui ont fait exploser les tours. Et ces gens-là disent, non, c'est toutes les charges explosives. Les avions étaient là pour masquer le fait que c'était des charges explosives qui avaient été émises partout. Et ils disent, il y a une preuve, c'est que le kérosène brûle à 2300 degrés, mais que l'acier fond à 2800. Alors je ne sais plus si c'est ce chiffre-là exact. Mais, alors il est vrai que le kérosène brûle à 2003 et que l'acier fond à 2008. Alors on vous dit ça, vous dites, ah bah oui. Mais si on ne vous dit pas qu'il y a une courbe de fragilisation ou de résistance de l'acier, et que bien sûr ils font à 2008, mais qu'à 2003, il est déjà capoute à 90%. Mais vous voyez qu'il faut déjà, pour répondre à cet argument pseudo-scientifique, il faut connaître beaucoup de sciences. Et que ça, c'est une chose qu'a très bien
qu'on a très bien montré ça, c'est que Bronner a insisté sur ce... Le millefeuille argumentaire, c'est ça. C'est que oui, la déconstruction des pseudo-arguments est très coûteuse d'un point de vue cognitif. Et que ce coût cognitif, il n'est pas à la portée de tout le monde. Donc le Pékin qui entend ça, il me dit, ah bah oui, quand même, c'est du sérieux ça. Voilà. Donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. On va peut-être prendre une question aussi de ceux qui sont au loin. Michel Leduc, tu nous transmets une des questions. Oui, volontiers. Il y a beaucoup de soutien au professeur Raoult, donc on va peut-être pas aborder la question des croyances, mais enfin, c'est quand même assez significatif. Il y a une question qui est un petit peu décalée par rapport à ce que vous avez dit sur tout à fait au début sur le désordre cognitif. Un internaute demande si vous ne pensez pas que c'est lié à l'appauvrissement du système d'éducation française. Donc cette question sur l'éducation. Puis moi, je voudrais vous en poser une. C'est à propos des fake news et des idées fausses que se forment pas forcément les complotistes, mais un certain nombre de personnes via les réseaux sociaux ou simplement entre eux dans les cercles d'amis. On se sent, quand on est scientifique, on se sent concerné par la responsabilité de devoir le contrer, de devoir convaincre que c'est vraiment quelque chose qu'on peut démontrer qui est faux, qui ne repose pas sur les faits. Et on n'est pas cru, quand on explique, on n'a pas la confiance. Et on se demande comment il faut s'y prendre quand on est scientifique et qu'on a envie d'exercer sa responsabilité d'expert sur des faits. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait partir à l'envers, c'est-à-dire voir d'où vient la méfiance, d'où elle sort, de quelle peur, de quel biais, enfin, voilà. Comment, à votre avis, il faut le prendre à l'envers ? Oui, la question de l'internaute sur l'école. Bien sûr, il faudrait faire plus de sciences à l'école, mais on voit que les dernières mesures, elles semblent reculer. Voir la place des maths, qui est fait maintenant, qui est considérée comme optionnelle en classe terminale. Mais peut-être aussi que c'est une vision plus ludique des sciences. Regardez toutes les expériences de la main à la pâte pour des très jeunes. Tout ça, c'était très positif. Et il y a toutes ces expérimentations qu'il faut sûrement faire vivre. Tout cela sur un fond essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont dans les lycées a augmenté. Je rappelle toujours qu'en 1893, au moment où Louis Liard a inauguré la nouvelle Sorbonne, il y avait 1000 étudiants en lettres et 1000 étudiants en sciences à Paris. En 1893, 1000. Après que Fontane a créé le baccalauréat, la moitié des bacheliers scientifiques rentraient à Polytechnique. Pourquoi ? Parce qu'il n'était que 800 ou 700. Voilà. Donc, il y a cet effet de masse considérable qui fait qu'aujourd'hui, objectivement, il y a des jeunes qui ont le baccalauréat et qui n'ont pas le niveau des meilleurs élèves de 4e. Ça, c'est une réalité intellectuelle, hélas. Bon, ça, c'est un fait sur lequel il faut méditer, mais moi, je ne suis pas prof dans le secondaire. Comment répondre à ceux qui, à votre avis, vous opposent des contre-vérités ? Je dirais, vous voyez que l'argumentation ne porte pas, donc il faut arrêter l'argumentation, et il faut être sympa avec les gens, aller boire un verre avec eux, montrer que être sympa avec eux, mais vous ne pouvez plus être dans le registre de l'argumentation. Voilà. Si ça devient vos amis, peut-être qu'ils vous écouteront davantage, mais des amis très proches, voilà. Mais sinon, ça n'est pas des arguments que vous pourrez employer.
Merci. Alors tout d'abord, merci pour la conférence. Une petite question, parce qu'au début, vous avez parlé et remis en question le fait que réguler Internet n'allait plus être possible. Et vous avez aussi parlé... Ah ok, bon, j'avais mal saisi cette partie. Mais donc, vous avez parlé ensuite de la confiance. Et la confiance dans les entreprises, ce qui se passe à l'heure actuelle, en termes de data et d'intelligence artificielle, c'est qu'on se remet d'accord sur une taxonomie, une ontologie, on commence à codifier le réel de la même façon, en parlant des mêmes données, sur laquelle on va prendre des décisions. Donc c'est-à-dire que tous les acteurs dans ces entreprises vont lire l'information et la comprendre de la même façon, et surtout être sûrs de sa qualité et de sa validité. Et est-ce que ce genre de modèle ne pourrait pas être applicable à l'Internet, et à essayer de trouver des modèles de gouvernance sur l'Internet, plutôt que de penser à de la seule régulation? C'est-à-dire utiliser des outils type blockchain pour comprendre et suivre une prise de décision, utiliser aussi des moyens pour modifier les structures des pages et les informations remises sur les pages. À l'heure actuelle, il y a des compagnies qui commencent à bosser et à labelliser en fait les sources d'informations qu'on peut trouver sur Internet, sur le modèle de ce que l'Europe a fait sur la nourriture ces dernières années. Et c'est quelque chose qui permet aux citoyens de comprendre exactement si l'information est de qualité, mais ce n'est pas encore suffisant. Maintenant, il faut aussi redonner aux citoyens une compréhension de comment ce label a été apposé sur la page. Merci beaucoup. Oui, là, le problème de la régulation de l'Internet, on peut dire très simplement que c'est comment constituer des autorités de régulation. Comment constituer des hautes autorités. Comment se mettre en place des autorités. Elles se mettent en place aussi de façon concurrentielle. Je prends un exemple très simple. Regardez les guides gastronomiques. Ce sont des autorités de classement des restaurants. Ils se construisent et peu à peu, ils ont leur réputation. Mais il faut qu'il y ait une concurrence des autorités. Et ça, je crois que c'est absolument indispensable parce qu'il ne peut pas y avoir une grande autorité centrale. Il ne peut pas y avoir le grand savant qui va réguler Internet ou le Conseil mondial des grands savants qui va réguler Internet. Il ne peut y avoir que des autorités, mais des autorités qui parfois sont des sociétés qui font des types de classements, parfois des associations, et qui vont se trouver comme des autorités concurrentielles. Vous savez, il y a toute une littérature qui n'est pas du tout originaire des problèmes informatiques, mais toute une littérature sur l'économie de la singularité, et qui se pose le problème comment juger les singularités. Et juger les singularités, c'est les étalonner, et donc d'une manière ou d'une autre, c'est des autorités de référence qui étalonnent. Et donc là, il y a tout un massif de réflexion sur cette économie des singularités, à laquelle d'ailleurs beaucoup de spécialistes d'Internet auraient intérêt à mieux connaître. Ça, c'est un peu une sous-discipline socio-économique qui est assez intéressante. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour votre lecture dans laquelle je me retrouve entièrement. Néanmoins, par certains aspects, je crains qu'elle ne soit mise en difficulté. Je vais les partager avec vous. Le premier, c'est quand on explique en disant le complotisme, c'est les contre-vérités qui sont en vérité s'expliquent par le besoin de reconnaissance, d'identité, etc. Je pense que c'est vrai. Ceci dit, pour les décodeurs, c'est comme outil pour répondre à ces contre-vérités. Ils vont être confrontés à la chose suivante, c'est que ceux qui produisent ces contre-vérités se proclament de l'ordre de la liberté. Je m'explique, dans l'histoire, il y a eu des ruptures. Les Lumières, c'est une rupture, et bien d'autres. Donc, les gens se présentent, ces producteurs de contre-vérité se présentent dans cet registre-là. Donc, comment, à partir de là, c'est comme si, quelque part, cette explication il manquait une précision, un tuning,
pour expliquer cela. Deuxième point, c'est lorsque vous parlez d'institutions invisibles pour l'autorité, vous parlez d'argumentaire. Autant la chose est évidente pour la coercition, autant pour l'argumentaire, nous vivons dans une société où les gens sont plus lettrés qu'avant, etc. Il y a aussi la question qui conditionne la démocratie, à savoir la liberté d'expression, le libre débat. Donc il va y avoir de plus en plus de demandes. Et spontanément, l'argumentaire aura lieu dans la société. Donc est-ce que l'autorité peut toujours, l'institution autorité peut toujours s'exercer maintenant, exister, en disant que l'argumentaire, non, on n'a pas besoin d'argumentaire. Cela peut-être s'exercer dans certains domaines, mais pas dans le domaine politique. Et du coup, ça risque de suspendre une des conditions du coup de la démocratie, quoi. Voilà, je vous remercie. Deux choses. Le fait qu'il y ait des mondes séparés de la vérité. De fait, c'est d'un côté la vérité scientifique et de l'autre côté l'opinion. Mais la démocratie est la société dans laquelle il faut accepter que l'opinion prétende être à la hauteur de la vérité. C'est à la vérité de se défendre. Donc il faut que les décodeurs ils continuent à exister. Il faut qu'ils soient plus forts. Il faut qu'ils renforcent leur position. Mais on ne peut pas mettre hors la loi, je dirais, les producteurs de fake news. On peut réduire leur influence. On peut essayer de la réduire. On peut réduire leur importance. Et on la réduira, à mon avis, d'autant plus que une des raisons pour lesquelles ils sont rentrés dans ces visions complotistes et dans cet univers de la post-vérité, ce sont des formes de rancœur sociale. Bon, donc ça, on peut agir là-dessus. Et ça, je pense que c'est une voie qu'il faut résolument emprunter, parce que la voie des décodeurs, il faut bien sûr l'emprunter, il faut que l'école se renforce, il faut tout ce que la production, je dirais, du savoir et de la raison se développe, mais il faut savoir qu'elle n'étendra son empire que si elle devient le sens commun. Elle ne deviendra le sens commun que dans une société qui fait elle-même communauté. Voilà. Vous savez que c'est un vieux débat classique, que le débat du sens commun et la raison. En France, c'était la grande discussion au XVIIe siècle entre les jésuites et les érudits libertins. Bon. Puisqu'on est dans le registre de l'action, j'aimerais revenir après votre analyse. Vous avez parlé de deux modes d'action pratique. L'un qui est de démystifier le travail du chercheur. Et donc, c'est quelque chose que nous pratiquons ici, y compris la nuit de l'Institut d'astrophysique avec les jeunes thésards, etc. Donc ça c'est clair et c'est disons, on peut tous pratiquer. Mais j'ai trouvé moins clair, ou en tout cas, si vous pouviez développer un peu, la question du manque de communication entre le monde des généralités, des statistiques, et la manière dont on fait des catégories, et puis ce qui est le vécu de l'interlocuteur qui parle de son essence qui augmente, etc. Donc cet aspect totalement individuel. J'ai compris l'analyse, je n'ai pas compris comment on peut essayer de faire un pont. Et donc, est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus sur la manière pratique d'essayer de faire société, finalement, de retrouver une manière de se parler? Bien sûr. Ça recouvre deux types de contradictions. Une contradiction dans la conception globale de la société, qui est à la fois une communauté d'individus et une population. Et cette contradiction, elle est très claire du point de vue de l'État. Parce que l'État, il gère une population, mais il a face à lui une communauté de citoyens. S'il gère une population, et c'est pour ça que les premiers traités d'économie ont d'abord été des traités de population, il va raisonner en termes de moyenne. Il va raisonner parce que ce qui l'intéresse, c'est de voir le plus grand nombre. Donc si on regarde l'attitude vis-à-vis de la pandémie, si on considère
que l'État doit gérer une population. À ce moment-là, il va prendre le maximum de mesures coercitives, comme en Chine, parce que les droits des individus lui sont indifférents. Ce qui compte, c'est la population, en bloc. Alors que si on pense qu'une société est une communauté d'individus, les droits de l'individu comptent. Et si dans la gestion sanitaire, on réduit les droits de l'individu, c'est un problème. Et donc, il faut faire une balance entre la réalité de la population et la réalité de la communauté de citoyens, en étant vigilant sur cette balance et en le présentant en tant que tel. Parce que d'un côté, il y a une morale utilitariste du plus grand nombre, et de l'autre côté, la morale qui dit chaque individu, l'individu singulier, vaut tout dans la société. Chacun individuellement est très important. Donc vous voyez cette opposition. Et la deuxième opposition que l'on peut faire, c'est l'opposition de la connaissance. Il y a une connaissance qui est une connaissance, mais de la même façon, une connaissance statistique générale, et on a développé tout un ensemble d'instruments pour cela. Mais la vie des gens n'est pas dans les statistiques uniquement, elle est dans leur vie singulière. Et pourquoi nous continuons à lire des romans? Parce que le roman nous décrit la société sous un mode que ne nous fait pas comprendre les statistiques. Et il faut les deux. Si on veut comprendre la société, il faut lire des romans et il faut regarder les statistiques. Et ça, ce sont deux modes d'approche de la réalité. Moi, j'ai lancé il y a quelques années une collection qui s'est appelée « Raconter la vie », pour justement voir que des itinéraires individuels étaient une façon de comprendre la société aussi importante que des statistiques. Et il faut, là aussi, lier les deux. Donc vous voyez, je vais mettre en balance. Mais si je peux me permettre, ça c'est vraiment de l'ordre du politique, mais là on est à l'Institut d'astrophysique, j'en suis le directeur, je cherche des manières pratiques de permettre ces langages, et là pour le moment, dans la salle, je ne vois que d'éminents scientifiques, et donc, ou presque tous. Donc comment, écoutez, moi je ne suis pas à mon niveau, je ne suis pas simple scientifique, je peux tenter. Je ne suis pas directeur adjoint de l'Institut. Si vous voulez, il y a une place à prendre peut-être. Mais c'est à vous, en vous posant la question, vous aurez forcément des réponses. Vous organisez déjà un certain type de manifestation. Accueillez par exemple des romanciers pour qu'ils viennent passer des nuits ici. Vous savez, les musées se sont ouverts à des romanciers qui viennent passer la nuit dans un musée. Il y a beaucoup d'institutions qui accueillent justement des séjours comme ça d'artistes et tout. Essayez ça peut-être. On y pensera. On l'a eu fait. Jean Audouze avait fait venir ici Michel Piccoli, par exemple. On a eu des débats sur la créativité. En tout cas, c'est hors de mon champ de compétences. Si vous me permettez, encore une dernière question, après on terminera. Rapide. Mais si possible, un peu plus courte. Intervenir sur le cas Montagnier. Actuellement, il y a une conspiration de certains internautes. J'ai reçu des messages, soi-disant il y aurait plusieurs millions d'internautes qui maintenant disent Montagnier, c'est le prix Nobel du courage. Ils oublient tous les délires de Montagnier. Bon, Montagnier, au départ, il a su faire des recherches sur le sida, d'accord, et après il a complètement délivré. Et par exemple, il a fait des expériences, il mettait une solution d'ADN dans un verre avec de l'eau, il mettait un micro dans le verre, et le signal de l'ADN du verre était transmis à New York. C'est complètement délire. Bon, écoutez, tout le monde sait que... Un scientifique peut perdre ses neurones. Montagnier est mort il y a quelques jours, et il y a un complot, si vous voulez, de certains pour manifester lors de cette illumination ces choses. Comment on va pouvoir arrêter ça?
Écoutez, tout le monde sait que Montagnier a été un grand savant qui a fait une très grande découverte. Point à la ligne. Il a déliré, voilà, oui. Il a déliré, mais c'est son rapport, si je puis dire, avec sa grande découverte. Merci Pierre. On a été un petit peu plus long que prévu, mais c'était vraiment remarquable. C'était très riche. Et je crois qu'on va s'en inspirer, y compris d'ailleurs pour la prochaine session avec ça d'être précis, qui va continuer. Les questions que vous avez déjà posées et qui se sont posées lors de la pandémie, qu'on continue à subir un petit peu moins, mais qui est encore présent parmi nous. Merci. Merci de votre accueil.